Greg Brandt, Nuit nantaise 70s de Carl Pineau chez La Joanie. Janvier 1976, Nantes, 3 janvier, 8h30. Des flocons cinglaient les faisceaux des phares du fourgon blindé. Le vieux chauffeur breton de la Société de protection Centre-Ouest s'était arrêté à quelques mètres du Crédit Lyonnais. Côté passager, le jeune convoyeur italien s'était étonné. « Pourquoi tu te gares pas devant la porte ?» Le breton avait montré une Golf flambant neuve, une Alpha Sud rouge, une Simca 1307 cabossée. « Le carrefour est fermé, il n'y a que les bagnoles des employés de la galerie. » Le jeune avait pointé du doigt une BMW 321 noire. « T'as vu celle-là ? Il a pas peur de se la faire chouraver, hein. Une caisse tirée cette nuit ? Qui sait ? » Le vieux convoyeur avait mis fin à la conversation. « Vas-y, Yago, je laisse le moteur tourner pour le chauffage. » L'Italien s'était agacé du surnom dont l'avait affublé son collègue, en raison de sa ressemblance avec Giacomo Agostini. « Je t'ai déjà dit que je m'appelle Édouard. » Le Breton en avait remis une couche. « D'accord, Eduardo, grouille-toi maintenant. » Édouard avait haussé les épaules, rajusté son gilet pare-balles et vérifié son arme. Puis il avait ouvert la porte, attentif aux mouvements dans le périmètre. Il avait cogné 3 coups pour informer son autre collègue que la voie était libre. Plutôt balèze, l'homme était sorti en rouspétant. « Pouvez pas se garer plus près, le vieux. Manions-nous, j'ai hâte de me recoller au Pajot. » Les 2 convoyeurs s'étaient rendus devant la banque. Ils avaient plaqué le paplard de délégation sur la devanture avant que le directeur n'ouvre la porte. Les espèces et les chèques avaient été regroupés dans des sacoches. Le temps de signer la décharge et 5 minutes plus tard, les 2 convoyeurs étaient ressortis. Ils avaient marché vers le camion sous les yeux du chauffeur puis avaient balancé les sacs dans la cabine. L'Italien avait ouvert la porte pour s'installer à côté du conducteur. Le gros balèze avait commencé à fermer les lourdes portes arrière. Soudain, une Peugeot 504 bleu nuit arrivée en trombe avait stoppé derrière le fourgon. Le chauffeur avait crié « Qu'est-ce qu'il fout, ce trou-duc ?» 3 hommes étaient sortis de la 504. Leurs visages dissimulés sous des masques à l'effigie de Valéry Giscard d'Estaing et de ses rivaux malheureux à la présidentielle, François Mitterrand et Jacques Chaban-Delmas. Pistolet au poing, Chaban avait couru vers le jeune Italien lui collant le canon sous le nez. « Si tu touches à ton flingue, connard, je t'explose la tronche !» Il avait ordonné au conducteur tétanisé. « Toi, le vioc, éteins le moteur et colle tes paluches derrière ta nuque !» Le Breton avait obéi. « Parfait !» avait salué le braqueur. « Ne faites pas les idiots et tout se passera bien. » À l'arrière, Mitterrand venait de tirer une rafale de fusil mitrailleur. Les balles avaient transpercé le blindage et atteint le convoyeur à l'épaule. VGE avait consulté sa montre et ordonné à ses complices. « Prends le pognon et on décampe !» Il avait fait le tour du fourgon, crevé 2 pneus à coups de pistolet et avait expédié plusieurs balles dans la devanture de la banque pour dissuader qui que ce soit d'en sortir. Puis il était revenu près de Mitterrand, qui finissait de charger le butin sur la banquette de la 504. « C'est bon, on décroche !» avait crié VGE à destination de Chaban-Delmas. L'homme s'était apprêté à saisir l'arme dans le fourreau de l'Italien. « C'est fini, petit. T'as été mignon comme un enfant de cœur. » Par réflexe ou par orgueil, le jeune convoyeur avait attrapé l'avant-bras du malfaiteur, qui, par réflexe ou par orgueil, lui avait tiré une balle sous la mâchoire. Le projectile avait traversé le palais et achevé sa course dans le cerveau. L'Italien s'était écroulé, raide mort, sous les yeux du vieux chauffeur horrifié. VGE s'était précipité. « Merde, merde, on se replie !» Au même moment, le convoyeur blessé, laissé sans surveillance dans le fourgon, avait dégainé son arme. Grimaçant de douleur, il s'était redressé et avait levé le bras, prêt à tirer sur Mitterrand à peine réinstallé au volant. La neige commençait à couvrir l'asphalte. Chaban et VGE observaient le corps du jeune convoyeur. VGE avait ordonné au vieux chauffeur. « Tu bouges pas et tu fermes ta gueule, ou on te réglera ton compte, c'est clair ?» Le type avait hoché la tête 2 fois, avec le regard perdu d'un animal terrorisé. « On dégage !» avait hurlé VGE. Les 2 malfaiteurs avaient longé le fourgon. Une main sur le levier de vitesse, moteur tournant, Mitterrand les regardait venir vers lui. C'est à cet instant qu'il avait remarqué le convoyeur prêt à tirer. Il s'était jeté sur le côté. La balle avait traversé le pare-brise pour se loger dans le capitonnage de l'appui-tête. Furieux, il avait saisi son fusil mitrailleur, était sorti de la voiture et avait arrosé le tireur d'une rafale qui avait littéralement scié le malheureux en 2. Géa et Chaban s'étaient figés, stupéfaits par l'hystérie de leur complice. Le président s'était approché et avait baissé le fusil mitrailleur.
Bon sang, t'as dû ameuter la ville. Tirons-nous avant l'arrivée des Condés. Ils avaient sauté dans la 504 et démarré, faisant jaillir des gerbes de neige boueuse. Au volant, étourdi par sa propre violence, Mitterrand avait lâché un rire obscène. « Je l'ai bien niqué, l'enculé !» 8h30. Je m'étais dégoté à un appartement au 3e étage d'un immeuble d'après-guerre du centre-ville, dans le bas de la rue de Lattre de Tassigny. Une cuisine en formica face à un séjour que j'avais meublé d'un canapé Togo de Michel Ducarrois, de chez Ligne Roset, 2 fauteuils Joe Colombo, coque en plastique et cuir orange, une salle de bain avec baignoire émaillée, une chambre donnant sur cour avec un bureau et 2 tabourets tam-tam, et un canapé-lit, pour le cas où ma mère se déciderait à venir de Paris. L'autre chambre sur rue était bruyante, mais j'appréciais sa luminosité et j'étais content du lit Mark Held en fibre de verre, dégoté chez Prise Unique. Pour achever la déco, je m'étais fabriqué une bibliothèque à partir de conduits d'aération en amiante-ciment, découpés et peints en couleurs vives. Une fois rempli de mes bouquins, de ma pipe Chacom Billard achetée au Caïd boulevard Saint-Michel, de mes maquettes d'avions et de ma collection de soldats de plomb, l'ensemble avait une sacrée gueule. Mais depuis que j'étais à Nantes, personne n'avait eu l'occasion de me féliciter de cet intérieur pour lequel j'avais siphonné mon compte en banque. Mes congés d'installation tiraient à leur fin. J'étais impatient de me glisser dans mon costume d'inspecteur de la sûreté urbaine. J'ai choisi un tweed avec poche à rabat, un pull en V et une cravate sombre, histoire de faire une bonne première impression. J'ai enfilé le pardessus style Maigret, hérité de mon père. Avant de sortir, j'ai jeté un œil à la photo de Marilène, dans son cadre en métal. Songé au contraste entre l'étudiant qu'elle avait connu et le policier que j'étais devenu, espérant que si elle me voyait, elle reviendrait sur sa décision de rompre. Sans illusion, j'ai peigné ma crinière devant un miroir. Dans le hall de l'immeuble, un Asiatique filiforme en jean et t-shirt blanc s'affairait au milieu de cajots et de plusieurs sacs de riz. Il m'a dressé un regard inquiet. « Je débarrasse ça, vite, vite, vite !» « Pas d'urgence, je ne fais que passer. » Il a attrapé un cajot de salade qui bloquait les marches. Je lui ai ouvert la porte d'accès aux caves. Il est descendu. Puis il est réapparu 10 secondes plus tard. J'ai attrapé un sac de riz. « Je vous prête main forte, ça me fera un peu d'exercice. » Son visage a manifesté sa surprise. « Vous habitez immeuble depuis longtemps ?»« Non, pourquoi ?» Son rire spontané me l'a rendu sympathique. « Beaucoup occupant pas heureux mon restaurant. L'Étoile d'Orient. » J'ai exprimé mon incompréhension. « Ils vous ont dit pourquoi ?»« À cause odeur cuisine. Je crois, eux, pas aimer vietnamien. » Il a souri, haussant les épaules pour signifier qu'il le regrettait. Nous avons descendu le reste de son stock en 5 allers-retours. J'étais plus essoufflé que lui. Il donnait l'impression d'une vigueur insoupçonnée au regard de sa maigreur. « Tu veux boire un café ?» J'ai consulté ma montre. Je dois filer au boulot. « Alors, boire une bière une autre fois ?»« Avec plaisir. Je viendrai dîner. » Je lui ai tendu la main. « Je m'appelle Greg Brandt, mais appelez-moi Greg. »« Je m'appelle Kim Nguyen, mais appelle-moi Kim. »« Très bien, Kim. Passe une belle journée. » L'espace d'une seconde, il y a eu dans ses yeux l'étincelle d'une tristesse que j'ai attribuée à une histoire personnelle. « Toi aussi, Greg. Toi aussi. Une belle journée. » Déconcerté par cette rencontre, j'ai marché jusqu'à la lourde porte. Dehors, il faisait un froid de canard. Des flocons de neige saupoudraient la route dans la lumière matinale. Le col remonté, j'ai marché le long de l'Erdre jusqu'au pont de la Motte Rouge. Franchi l'édifice de la structure métallique sous un vent à décorner un bœuf. Traversé la place Waldeck-Rousseau, puis gravi les marches du commissariat. Le visage de mon père en tête, je suis monté au premier étage et j'ai frappé à la porte de Pierre Chenal, le directeur de la sûreté urbaine. J'ai entendu un « Entrez !» énergique et me suis avancé. « Greg Brandt, je viens prendre mon poste. » Chenal approchait les 40 ans, il avait un visage rond, un léger embonpoint et portait un costume croisé et une cravate bleu nuit. Une photo sur son bureau le montrait avec sa femme et un enfant joufflu, devant une maison au jardin rutilant. Il a jaugé mon 1,85 m et ma carrure. Je me suis senti mal à l'aise, navré d'avoir choisi de porter cet impair stéréotypé qui a semblé l'amuser. « C'est vrai, j'avais oublié que c'était ta rentrée des classes. » Il a ouvert une chemise et s'est mis à lire comme s'il découvrait mon dossier. « Tu as fait des études de droit. » Je préparais un doctorat en prenant mon temps, avant d'entrer à Cannes-Écluse. Il a hoché la tête. Je suis moi aussi rentré à l'école de police sur le tard. J'ai consacré mon mémoire au commissaire de police, fonctionnaire d'autorité d'État. Il a entrelacé ses doigts et m'a regardé avec un air peiné.
Ton père était de la maison. Une sale affaire. Je me suis contenté d'un oui évasif. Il a tourné plusieurs feuilles. T'es sorti bien classé. Un petit tour au secrétariat de la préfecture de police de Paris et tu choisis le terrain à Nantes. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Je l'ai remercié d'un signe de tête, un peu intimidé. Il a ouvert un tiroir. Voilà ta carte et ta médaille. Évite de les perdre. Il les a glissés vers moi. Je les ai placés dans ma poche intérieure pendant qu'il m'observait toujours. Tu as trouvé à te loger ? Un appartement près de la place Gralin. Il s'est levé. Parfait. Je vais te faire visiter la boutique. Tout le monde est sur le feu, une attaque d'un fourgon blindé. J'ai envoyé 2 inspecteurs sur place. Nous sommes arrivés dans un bar au même étage. Au comptoir, 3 flics semblaient avoir passé la nuit à picoler. Chenal les a salués de loin. C'est ici qu'on se retrouve pour décompresser. C'est ouvert 24 heures sur 24. Tu pourras aussi y casser la graine. On y embauche des gardiens de la paix, des veuves de policiers, des flics à la retraite qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Les bénéfices sont versés à l'association de la police. Certains abusent au point d'en faire le premier des bars nantais, en chiffre d'affaires, malgré les prix modérés pratiqués. J'espère que ça ne sera pas ton cas. Je bois peu. Il s'est arrêté net avec sur le visage la suspicion d'avoir affaire à un emmerdeur. J'ai ajouté pour clarifier. Je sais aussi décompresser quand il faut. Ça a semblé lui suffire. Dans la coursive, il a ouvert une porte sur une pièce éclairée par une haute fenêtre à barreaux. Un bureau poussiéreux était couvert de papier, d'un cendrier plein et d'une tasse de café sale. Un autre bureau était plus net. Ta loge d'artiste. Je t'ai mis avec Pierrick. Vous êtes à peu près du même âge. Il te rencardera sur le boulot. Évite seulement de prendre ses mauvaises habitudes. Il est à l'hôpital pour interroger un jeune qui prétend avoir subi un viol. Il ne devrait pas tarder. Tu fumes, m'a-t-il demandé presque comme une évidence. La pipe, de temps en temps. Ça a de nouveau eu l'air de l'amuser, mais il n'a fait aucun commentaire. Nous sommes descendus à l'armurerie. Un gardien m'a remis un pistolet et m'a fait signer une décharge. « Je suppose que tu as déjà tiré avec un 7,65 unique ?» m'a demandé Chenal. « À l'école. Alors tu connais son défaut. La dernière fois, il nous a fallu 20 bastos pour descendre un petit braqueur. La moitié des balles étaient bloquées dans la maille de son pull. Enfin, à toi de voir. La maison n'en fournit pas d'autres. » Je n'ai pas véritablement compris ce « à toi de voir », mais je n'ai rien demandé. Il a regardé sa montre. « Bon, je te laisse. Le juge en charge du braquage m'attend. » Il a conclu d'une voix tranchée. « Familiarise-toi avec les locaux et reviens à 15h pour le briefing. »